Bonjour à tous. Je suis Marie Limoujou, ici Karine Schlageter. Donc, on va faire ça un peu en 4 temps. Karine va commencer à se présenter et présenter son travail. Je vais ensuite enchaîner et ensuite, on va vous parler donc de l'exposition qui va ouvrir bientôt à la Maison de la Montagne. Et ensuite, il y aura un temps pour les questions, donc aussi bien les gens en vrai et les gens sur le chat. C'est ça. Donc, je commence cette conférence par rappeler un peu le contexte qui m'a amenée ici à Pau. En tant que commissaire d'exposition, j'avais postulé à une résidence de recherche au Bel Ordinaire avec un projet de recherche curatoriale sur la marche comme protocole de création artistique, en lien donc forcément avec le paysage, avec le land art, avec toute une histoire comme ça d'artistes qui ont créé en marchant ou qui ont créé des œuvres à protocole liées à la marche. Donc, je vous dis ça parce que ce n'est pas forcément très clair pour tout le monde. Qu'est-ce qu'un commissaire ou un commissaire vient faire dans une résidence et a fortiori une résidence de recherche. Donc voilà, j'avais postulé avec ce projet-là, j'ai été sélectionnée. Et puis lors de ma venue, je crois que c'était en 2019 à Pau, pour une première session de résidence, la directrice du Bel Ordinaire, Florence de Meckenem, m'avait proposé donc de faire une exposition à la Cité des Pyrénées. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. Donc c'est une sorte un peu de maison des associations, MJC, il y a une médiathèque dédiée à la montagne, une salle d'exposition, une bourse de prêt de matériel de montagne. Et donc, en fait, c'était assez simple à faire comme lien, hein, la marche, le paysage, la montagne. Il y avait possibilité de faire une exposition un peu thématique qui puisse répondre aux attendus de ce lieu. Le Bel Ordinaire et la Maison de la Montagne ont un partenariat pour une exposition par an ensemble. Et donc, Florence de Meckenem m'a proposé d'être la commissaire d'une exposition à la Cité des Pyrénées dans le cadre de ce partenariat. Donc, j'ai bien réfléchi et finalement, j'ai changé de thème. C'est-à-dire que j'ai plus voulu travailler, disons, à une exposition collective, mais j'ai privilégié une approche via une monographie d'artistes, donc avec une seule artiste. Et en l'occurrence, j'avais connaissance du travail de Marie Limoujou, comme d'une artiste marcheuse, parce qu'elle va vous le raconter plus tard, mais c'était son projet de diplôme de 5e année. Et donc, je lui ai proposé de faire un solo show plutôt que voilà, l'exposition qui était prévue sur la marche. Donc, pour revenir un petit peu sur mon parcours, parce que la figure du commissaire d'exposition, il me semble qu'elle n'est pas forcément très bien identifiée par des jeunes artistes, en particulier à l'école où il n'y a pas toujours de professeurs qui sont eux-mêmes commissaires d'exposition. Je ne sais pas si ici vous avez des profs qui sont curateurs IS. Non. Donc c'est vrai que c'est pas fréquent. Enfin, finalement, il y a de nombreuses étudiantes qui n'ont jamais fréquenté de curateur IS avant leur sortie d'école. Et donc, c'est une figure qui peut paraître un peu vaporeuse. Donc, je vous propose de revenir rapidement un peu sur mon parcours. Voilà, donc je vais partager mon écran. Voilà. Donc, pour resituer un petit peu, moi, je suis diplômée depuis 2012 de l'École des hautes études en sciences sociales, où j'ai fait un master sur Viviola. Et donc, j'ai commencé, je ne savais pas très bien comment on devenait commissaire d'exposition, ce n'était pas du tout clair pour moi. Donc, j'ai fait des expos un peu dans mon coin. J'ai fait des expos chez des amis, on m'a prêté des ateliers d'artistes. Pardon, je vais directement à la fin. Des artistes m'ont invité dans leurs ateliers pour que je fasse des accrochages, des choses comme ça. J'avais des amis artistes, mais je n'avais pas du tout connaissance des voies d'accès à ce métier.
Voilà, donc j'ai commencé comme ça, un peu de façon autodidacte, et notamment, là, les images que vous voyez, c'est une exposition que j'avais réalisée dans mon appartement. Donc voilà, avec un accrochage domestique qui utilise, disons, le contexte architectural d'un appartement. Là, vous voyez qu'il y a une vidéo qui est projetée sur le carrelage au-dessus de ma baignoire. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord, voire on essaye de les transcender. Et puis, je fréquentais, moi, pas mal de jeunes artistes de mon âge. Donc, mon parcours, il est très lié à cette fréquentation, au fait d'avoir des dialogues incessants avec des artistes de mon âge qui m'ont amené en fait très vite à être intégrée à des ateliers d'artistes. Donc, notamment, j'ai rencontré Marie parce que nous étions toutes les deux membres d'un collectif artistique qui s'appelle Le Vendeur, donc il y a un collectif qui rassemble entre 50 et 60 artistes selon les périodes. Et aussi donc des curateuristes. Quasiment dès le début, il y a eu des théoriciens et des curateuristes qui ont fait partie de ce collectif. Donc c'est un format un peu spécial d'atelier d'artistes parce qu'il n'y a pas que des ateliers de pratique, bois, métal, ateliers individuels, peinture, etc. Mais il y avait aussi des espaces plus de recherche avec des bureaux qui étaient loués donc à des personnes comme moi qui avaient besoin d'un espace de travail qu'il ou elle ne pouvait pas trouver à la maison. Voilà. Donc voilà, ça c'est un autre exemple d'exposition comme ça dans un appartement. Là, vous voyez qu'il y a une mezzanine et que les œuvres sont suspendues à des chaînes. Je ne sais pas si vous voyez, en fait. Ouais. Voilà. Et puis, Jean-Marie qui lève le bras là-bas. Dans ce cas de figure, en fait, c'est toi qui choisis des pièces ou c'est les artistes qui te proposent des pièces en fonction de l'environnement? Alors, je vais le redire pour que ce soit entendu dans la vidéo. Si ce sont les artistes si c'est moi qui choisis les pièces ou si ce sont les artistes qui me proposent des pièces. Alors, moi, oui, en fonction de l'espace. Donc, moi, cette période-là, donc, je faisais des expositions quasiment toujours collectives et il n'y avait pas beaucoup de budget, donc je contraignais très peu les artistes. Je trouvais qu'il y avait déjà assez de contraintes. Donc, ce que je proposais, c'était plutôt un cadre de réflexion. Donc là, par exemple, le cadre de réflexion, il était scénographique et architectural, parce que donc, on est dans un appartement, donc dans un environnement domestique. Donc, il y avait l'idée de répondre à l'idée de la domesticité ou de l'objet domestique, de qu'est-ce qu'un cadre de vie domestique. Et puis, il y avait donc cette mezzanine, et moi, j'avais envie de travailler sur la hauteur sous plafond, donc avec un dispositif de suspension des œuvres. Donc, d'emblée, tous les artistes que j'ai invités savaient que leur œuvre allait être suspendue à des chaînes, et donc ont répondu par une proposition qui pouvait être ou aimantée ou s'accrocher avec des crochets. Donc, vous voyez par exemple là que Nicolas Austin, donc c'est le petit billet de banque là imprimé sur une sorte de plexiglas de paroi de douche, il avait intégré donc des anneaux de porte-clés à sa pièce pour qu'elle puisse être accrochée directement aux chaînes. Voilà, donc c'est vrai que moi, c'est ma façon de travailler. Je ne travaille pas sur portfolio, c'est-à-dire je ne demande pas aux artistes de m'envoyer la liste exhaustive de leurs œuvres disponibles et déjà réalisées. Au contraire, je propose un cadre de réflexion collectif, commun à toutes et tous, auquel donc les artistes participantes répondent par une proposition ou bien avec une pièce qui existe déjà et qui répond, qui apporte une réponse à ce cadre de réflexion, ou bien en produisant une nouvelle quand ils ou elles en ont le désir, quand ils en ont les moyens, le temps, enfin voilà. J'ai jamais posé de contraintes à cet endroit-là. Voilà, et puis donc simplement pour montrer un peu qu'on travaille enfin moi en tout cas personnellement mon cursus il est très multifacetté.
J'ai travaillé dans des contextes très, très, très différents. Donc, assez récemment, donc là, c'était en gros les expos avec 0 €, enfin, avec mon argent propre, c'est-à-dire rien. Et puis, j'ai travaillé en institution. Je travaillais dans plusieurs centres d'art et dernièrement, j'ai dirigé un centre d'art dans les Alpes qui s'appelle Les Capucins à Embrun. Donc là, j'ai remplacé la directrice qui était alors en poste et qui est de retour après 1 an de congé sans solde. Je l'ai remplacée pendant 1 an, donc j'ai repris une partie de sa programmation et puis moi, j'ai proposé ma propre programmation. Donc là, c'est pour vous donner un peu des images de projets que j'ai réalisés dans ce cadre. Donc là, c'est des images d'une exposition de Cécile Bouffard, qui est une sculptrice, on a le même âge, donc 33 ans, que j'ai invitée. C'est une artiste que je suivais déjà depuis pas mal d'années, en fait, et que je n'avais pas encore eu l'occasion de vraiment présenter, et qui avait vraiment un tournant dans sa pratique à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle avait développé ce répertoire de formes-là que vous découvrez. Donc là, c'est autre chose, ce sont les photos. Mais donc ces formes informes qui suggèrent des formes dont on ne sait pas très bien si on reconnaît quelque chose d'existant ou non, donc qui ont quelque chose de très fluide dans leur expression. C'était vraiment un travail tout neuf à ce moment-là. Donc j'ai décidé de présenter une monographie de Cécile Bouffard au Capucin. Voilà, donc vous voyez ce travail. Dans l'exposition, il y avait aussi un texte qui avait été écrit par une autrice de science-fiction qui s'appelle Clara Pacotte. Et il y avait aussi de la musique. Donc un son du musicien Livio Mosca qui est joué toutes les 20 minutes dans l'exposition. Donc il y avait quand même une sorte d'atmosphère, un environnement en fait, qui était généré, puis avec la participation de pas mal de personnes. Il y avait en fait le sentiment d'une communauté. Là, les images que vous voyez sont des photographies d'amis de Cécile Bouffard qui portent ces sculptures comme si elles étaient des sortes d'attributs, comme les muses ont des attributs. Mais là, c'est une sorte plutôt de mythologie personnelle, puisqu'on ne sait pas bien à quoi correspondent ces objets, qu'est-ce qu'ils sont censés signifier, et ni qui sont ces femmes qui ont l'air d'être assez communes, qui ne sont pas des déesses grecques. Et donc voilà, une mythologie personnelle, une communauté resserrée autour de l'artiste. Alors après, pardon. Donc ça, c'était la photo d'un tout autre projet, parce que du coup, c'est aussi pour montrer qu'on peut curater des expositions comme ça qui sont là. C'est vraiment une carte blanche. Il y a le travail de l'artiste qui est présenté un peu brut, presque dans une forme de pureté. Et puis, donc l'image que vous avez entreaperçue, c'est ce sont des images d'une exposition qui découlait de 2 résidences en milieu scolaire. Donc, il y a aussi ça dans ma programmation, des expositions qui ne sont pas des propositions artistiques uniquement impliquant des professionnels de l'art, mais aussi avec des pratiques amateurs. Donc, l'exposition, on la voit bien sur cette image-là. Donc ça, c'est le travail de Roxane Maillet, qui est une graphiste française qui travaille au sein de plusieurs collectifs, dont Bye Bye Binary, qui est un collectif de recherche graphique qui travaille à créer des écritures, des typographies inclusives et non des glyphes non genrés. Donc là, elle avait travaillé avec des classes d'école primaire autour de Embrun, autour des Capucins, à créer des abécédaires qui étaient des sortes de lettres images, donc N comme narine, il y avait celui-là, il était trop beau, ou T comme téléphone. Et donc, ils avaient créé une typo. Et là, le texte que vous voyez qui est imprimé sur des pages A4, en fait, c'est la typo qui est utilisée telle qu'elle
pour écrire les prénoms de tous les enfants participants. Donc la typo, elle existait, elle était téléchargeable et les parents pouvaient la télécharger pour l'utiliser sur Word. Voilà. Donc voilà, de nouveau l'expo. Là, on voit le N comme narine. Il est très beau. Et puis, il y avait aussi eu un workshop donc, d'1 semaine avec Lina Schlagetter, qui est ma petite sœur, mais qui est aussi danseuse, chorégraphe et notatrice Laban. Donc, la Laban notation, c'est une écriture du mouvement. C'est une manière de créer des partitions pour le mouvement. Et donc, elle avait initié ses étudiants de classe de lycée, de seconde, du lycée d'Embrun, à l'écriture du mouvement. Et donc, ils avaient créé des petites partitions qu'ils avaient eux-mêmes et elles-mêmes ensuite interprétées. Donc là, vous voyez les étudiants avec leur partition œuvre. Et puis, donc, c'était installé dans l'expo, voilà, comme ça, sur des tringles. Voilà, donc ça, c'est disons, des exemples d'expositions institutionnelles. Et alors, je voulais vous montrer aussi rapidement un cycle d'exposition que j'avais fait donc, au Wunder, le collectif dont je vous parlais tout à l'heure, dont Marie et moi en faisaient partie. J'avais, en fait, à cette époque, en 2017, quand moi j'avais intégré le collectif, il y avait eu des articles dans la presse militante d'extrême gauche, qui avaient critiqué de façon assez acerbe le projet Wunder en disant que c'était un projet de gentrification, que les artistes expulsaient les pauvres, les précaires de bâtiments qui étaient squattés. Et face à cette accusation, moi j'avais proposé un cycle d'exposition qui répondait un peu à ces idées de concurrence entre précaires, et donc je l'avais intitulé un peu ironiquement « Personne ne gagne ». Je vais vous montrer simplement le dernier volet, parce que c'est notre première collaboration avec Marie. Donc j'avais invité Cindy Coutan, qui est une artiste qui travaille beaucoup avec des intelligences artificielles, avec des petits robots, qui fait de la poésie assistée par robots, mais aussi du film. Elle est en thèse au Frénois en ce moment. Et donc, elle était venue en résidence au Wunder pour produire un texte qui parle de spéculation, mais pas au sens donc de spéculation immobilière, ou en tout cas c'était une sorte de ressort un peu de ce texte, qu'à la spéculation immobilière s'opposait la spéculation au sens de fabulation, au sens de déformation du réel, le faire enfler, un mécanisme qui est propre à la science-fiction, pour faire comprendre des choses, des formes. Et donc elle avait fait une lecture performance de ce texte suite à la résidence dans les ateliers du vendeur. Et cette lecture avait été enregistrée en direct par Marie. C'était le premier live de la radio de Marie qui s'appelle Visi Radio. Voilà, et donc je vais laisser Marie, désormais, qui va pouvoir vous parler un peu plus du projet Wunder et aussi de Visi Radio. Alors, bonjour. Du coup, alors moi, j'ai fait la Villa Arson pendant 5 ans et sortie de la Villa Arson, du coup, où j'avais eu là-bas une pratique très sonore. J'ai vraiment étudié pendant 5 ans le son dans les studios de la Villa Arson. Du coup, je vais vous faire un peu défiler mon portfolio. Là-bas, pendant 5 ans, j'ai vraiment pas du tout fait de radio, aucun lien avec ça. J'ai vraiment fait du field recording, donc de la captation sonore, qui donnait lieu du coup à des installations. Donc on en voit quelques-unes sur les images, dont celle-ci où je vais juste parler rapidement parce que ça permettait aussi de faire le lien avec le pourquoi du comment. Avec Karine, on s'était aussi rencontrés. C'est parce que pendant ma 3e année, j'étais partie traverser à pied l'Amérique du Sud, enfin une partie de l'Argentine,
Donc, j'étais partie de Buenos Aires pour arriver jusqu'à Ushuaia, en faisant une grosse partie de ce voyage à pied, avec des micros intégrés dans mes chaussures de marche. Et j'avais ramené en fait tout le paysage sonore, en quelque sorte, de l'impact de mes pas sur le sol argentin et chilien, du coup. C'est un détour. Et donc, ça avait donné lieu, pareil, à une installation sonore, mais aussi, du coup, au début d'un travail sur l'outil de captation, l'outil de diffusion, dont, par exemple, ce sac à dos qu'on voit là, qui a été aussi construit, fabriqué, pour que je puisse avoir en permanence mon matériel d'enregistrement, mais aussi un kit sur batterie de diffusion pour... vu que la marche était très présente dans mon travail, ce que j'aimais bien, c'était partir marcher. Et le soir, quand j'arrivais généralement dans un village que je ne connaissais pas, pouvoir aussi me poser soit chez les gens qui m'accueillaient, soit sur la place du village, soit dans un café, et réécouter mes sons finalement avec les gens qui étaient autour de moi et créer une sorte de moment de convivialité. Donc déjà, j'avais plus ou moins quelque chose, un peu de radiophonique qui se dessinait, mais je ne le savais pas encore, mais ça avait déjà pris plus ou moins cette forme-là. Une grande question qui a toujours aussi traversé mon travail dès le début de mon entrée à la Villa Arson, c'est que le son me permettait aussi d'archiver énormément de choses. Et j'ai commencé aussi avec entre la marche et le travail de mémoire, d'archives. Moi, je viens de la Corrèze, donc aussi de tradition qui m'habitait depuis pas mal d'années. Le son me permettait en fait de garder précieusement un petit peu des choses, de venir faire des prélèvements, quoi. Donc bon, là, ce qu'on voit, c'est un projet tout autre, mais très lié à l'archive aussi, où je congelais des sons et décongelais des sons à ma guise. Voilà. Et donc, quittant la Villa Arson, je me retrouve en fait à faire un projet radiophonique à France Culture sur les bars PMU. Et donc à me confronter au milieu radiophonique qui m'avait toujours intéressée à la Villa Arson, mais j'avais jamais vraiment pu développer une radio là-bas. C'était une école assez... on nous poussait pas forcément au collectif, donc on était vraiment tout seul un peu dans notre pratique. Et donc ce travail que j'ai pu faire à France Culture a été le début pour moi de la rencontre vraiment avec la radio. Je l'avais toujours eu, mais ça a été un déclencheur. Et donc, arrivé à Paris, j'ai rencontré donc, le collectif Vondeur, où donc, avec Karine, on s'est rencontrés. C'est un collectif donc, qui est en région parisienne. Je vais vous en parler rapidement. Je fais une petite parenthèse parce que c'est intéressant, je trouve, de parler aussi de l'après-école d'art, parce que moi, on ne m'en avait pas forcément parlé pendant mes études et je ne savais pas forcément quelles allaient être les possibilités à la sortie. Trop bien, Karine. J'ai une superbe assistante à ordinateur. Et du coup, donc, le Vendeur, c'est un collectif qui se situe en banlieue parisienne et qui a vraiment pour but d'ouvrir des ateliers d'artistes à bas coût à Paris, en fait. Et pour ce faire, vu que nous ne pouvons pas acquérir des bâtiments, en fait, on fonctionne en bail d'occupation temporaire. Donc, en fait, on contacte les promoteurs immobiliers qui achètent les grandes parcelles autour de Paris. Ces bâtiments vont être détruits, mais il y a un laps de temps entre la destruction, le temps que les permis de construire soient faits. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on intervient en leur disant vous venez d'acheter 20 bâtiments, vous devez tous les faire gardienner pour éviter qu'ils soient squattés. Nous, on propose d'en prendre un, ça vous enlève le gardiennage, on ne vous demande rien, juste on s'installe au moins pendant 1 an et demi, 2 ans, le temps que vous ayez vos permis de construire. Et donc là, c'est là où on devient artiste couteau suisse. On arrive dans des friches industrielles ou des anciens bureaux qui ont été souvent inhabités, comme vous voyez sur les photos, depuis un moment. Bon, là, c'est quand même un peu retapé. Et nous, en fait, en très peu de temps, on est donc une équipe d'une 60aine d'artistes, on se suit depuis pas mal d'années. On réhabilite ces bâtiments pour créer des ateliers vraiment qui fonctionnent comme une école d'art. Avant, on avait un peu des ateliers individuels, maintenant, on n'en a plus du tout. Vraiment, l'idée, c'est que d'une mise en commun de tous nos moyens de production, en fait, parce que bien sûr,
quand on sort de l'école, on ne peut pas tous acheter une scie à panneau ou un tour à métal ou des super micros ou une caméra. Donc, l'idée, c'est qu'on n'a aucune subvention. On met tous le même argent dans un pot tous les mois, qui est à peu près à hauteur de 200 €. On a une administratrice à plein temps et tout le reste passe dans l'achat de machines. Du coup, maintenant, ça fait 8 ans que le collectif existe. On a un atelier bois, un atelier métal, un atelier céramique, un atelier cinéma, recherche, où était Karine, son, couture, peinture, résine, voilà. Et ensuite, moi, je faisais partie des gens qui vivaient sur place. Donc, en fait, on était 12 artistes à vivre sur place parce que le projet Vendeur, c'est aussi un projet de vie où, donc, voilà, on est une partie de l'équipe à vivre sur place, à vraiment, du coup, faire vivre le lieu parce qu'il faut s'en occuper, il faut faire le ménage, il faut accueillir les artistes qui arrivent. Et aussi, parce que pour nous, c'était important d'avoir que cet espace ne soit pas juste un lieu de travail où on se croise sans forcément se connaître, mais vraiment créer une convivialité. Et donc, là, sur l'image, on voit la cuisine commune du dernier bâtiment où on est en ce moment, qui est à Clichy. Et la cuisine fait partie, en fait, d'un des pôles du projet, en fait, au même titre que l'atelier peinture ou l'atelier bois, parce que déjà, il y a des artistes qui sont cuisiniers ou qui utilisent la cuisine dans leur pratique, mais en plus, c'est l'endroit où tous ensemble, on se retrouve pour parler de nos pratiques et s'entraider et faire des collaborations comme là avec Karine. Voilà. Et donc, moi, au sein de ce projet, en fait, quand je les ai rencontrés en 2016, je me suis dit, mais c'est fou, c'est super ce qu'ils font, je veux être de cette équipe. Et en fait, je me suis dit, il faut archiver tout ça. Les mecs, ils déménagent tous les ans, tous les 2 ans, ils remontent des bâtiments entièrement, ils partent, ils démontent tout, on repart ailleurs. Je me disais, c'est vraiment fou comme projet, je ne pensais même pas qu'un lieu comme ça pouvait exister, en fait. Et donc, de là, je leur ai dit, si vous êtes d'accord, moi, j'intègre l'équipe en montant en fait une plateforme radiophonique où déjà, je vais archiver tous les sons des bâtiments qu'on traverse, tous les artistes qui vont habiter ces lieux, qui vont passer en résidence, qui vont passer se faire tatouer. Enfin, voilà, il y a un salon de tatouage. Enfin, c'est vraiment un lieu de vie un peu total, quoi, des espaces d'exposition. Enfin. Et du coup, de là, j'ai créé avec Basile Perrade, un des artistes du Vendeur aussi, Visir Radio, donc qui est vraiment, on l'a appelé radio, un peu pour le geste, quoi, c'était sympa, mais c'est plutôt une plateforme d'expérimentation sonore et radiophonique qui fonctionne complètement au bénévolat, pour l'amour de l'art, encore une fois, où du coup, on a un site internet. Et aujourd'hui, on compte plus d'une 150aine d'artistes bénévoles qui, en fait, nous envoient leur production qui peut être du mix, qui peut être des petites émissions qu'ils font sous leur couette, des poèmes qu'ils ont écrits qu'ils veulent nous lire. Donc là, on voit sur les images les différents de la radio. Et du coup, on organise des lives, comme on a pu faire avec Karine, mais aussi pas mal d'événements radiophoniques, comme par exemple des concerts sur le périphérique de Paris. On embarque un artiste dans la voiture, tout est sur batterie, on donne des rendez-vous à tout le monde et on fait des concerts le temps d'un tour de périphérique. Et en fait, l'idée de cette radio, c'était que, encore une fois, tout le monde puisse se servir de ces outils. Donc, c'était créer une banque d'outils avec des micros, un studio sur place au Vendeur, mais aussi un studio transportable, avoir le nécessaire pour faire de la FM en pirate, le nécessaire pour faire du live sur Internet en pas pirate, et du coup, que d'autres artistes puissent se servir de ces outils. Donc là, on voit des ateliers pour enfants aussi, on fait beaucoup d'ateliers avec les jeunes publics. La radio, c'est vrai que ça marche très bien, un micro et un casque, les enfants sont complètement fous. Et donc moi, je fais pas mal d'ateliers jeunes publics parce que je trouve que c'est vraiment super. Et donc, voilà, des artistes nous contactent parce qu'ils décident là,
je trouve, des plus beaux qui s'est fait, c'était La Nuit des rêves, où c'est une artiste qui m'a contactée. Elle m'a dit, nous, on a un projet, on s'enferme 8 artistes pendant une semaine chez moi pour rêver ensemble, parler de nos rêves et de ce qui se passe la nuit. Et en fait, on aimerait faire un live de 24 heures sur la radio, une de ces nuits-là, quoi. Et du coup, donc moi, je lui ai filé tout le kit mobile, je lui ai tout expliqué. Enfin, l'idée, c'est que ce soit un outil très simple et que tout le monde puisse s'en servir facilement. Et donc, ils ont fait leur live de 24 heures qui était super et qui est disponible sur Visi Radio en podcast. Donc, vous êtes les bienvenus aussi pour m'envoyer des choses si ça vous fait plaisir. Voilà. Et donc, je fais une transition vers En amont brûle le silence. Du coup, donc, Karine m'a invitée donc, à cette exposition à la Maison de la Montagne. Oui. Et je le disais tout à l'heure, j'ai un peu changé de plan parce qu'il y avait au départ cette recherche, disons, large, historique aussi. Donc, en gros, depuis le début de l'art conceptuel jusqu'à aujourd'hui, puisque bon, le protocole de créer en marchant, c'est quand même très lié à l'art conceptuel, même si ça a été théorisé par certains philosophes bien connus comme un moyen de réfléchir, de penser, de produire des idées. Néanmoins, le budget alloué à cette exposition était assez bas et en fait, d'un point de vue assez idéologique, j'ai considéré qu'il était plus intéressant de l'allouer à une jeune artiste qu'à des droits d'exposition d'artistes décédés. Voilà, je trouvais que c'était mieux. Et aussi parce que puis aussi parce que c'est vrai que moi j'ai un engagement du côté de la production qui répond aussi à la mission des centres d'art, parce que je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais les centres d'art qui existent depuis désormais une trentaine d'années, leur mission c'est de produire des nouvelles expositions et ça va avec le fait de produire des nouvelles œuvres, c'est-à-dire vraiment les centres d'art sont producteurs, ils financent des nouvelles créations, contrairement aux musées qui achètent des œuvres déjà réalisées ou qui exposent des œuvres, en gros, dont les artistes ont supporté tout le poids financier. Voilà. Donc ça, c'est important de voir ça. Et donc, puisque cette exposition, elle est produite par un centre d'art, ça me semblait aussi très logique de conserver cette mission centre d'art pour cette exposition. Et puisque le budget était très faible, j'ai décidé qu'il n'y aurait qu'une seule artiste et non pas 2, 3. On aurait pu faire un petit duo, une petite expo collective, mais en fait, ça voulait vraiment dire que dans ce cas, les artistes ne touchaient vraiment plus rien. Il n'y avait plus d'argent, que tout le budget y passait en prod et en frais de déplacement. Voilà, donc les choix artistiques parfois découlent de raisons très pragmatiques. Et en l'occurrence, l'argent, c'est une vraie question, c'est central. Voilà, donc j'ai invité Marie. Je connaissais donc son projet de marche dans la Cordillère des Andes. J'avais beaucoup aimé, vous avez vu tout à l'heure, le sac à dos. Je trouvais que c'était une très très belle pièce. Elle me plaisait beaucoup. Et donc au départ, moi, je vais contacter Marie en disant bon, bah voilà, j'adore ce projet. Il n'a jamais été exposé en dehors de ton projet de diplôme, de ton expo de diplôme. Peut-être qu'on peut lui donner un nouveau souffle, voilà, qu'on peut peut-être en faire quelque chose. Donc, Marie m'a rejoint en résidence au Bel Ordinaire. Elle est venue me voir alors que j'étais donc à Pau. Et là, on a imaginé un projet ensemble. Ouais. Là, en fait, quand je suis arrivée dans les Pyrénées, j'étais déjà venue plus jeune. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenue dans ce coin. Avec Karine, on s'est retrouvés à la gare, déjà un peu euphorique de se retrouver. Et puis, du coup, moi, je voulais voir les montagnes. Je disais, mais elles sont où, les montagnes? Enfin, ouais, je me disais, on va partir faire des randos. Ça va être super. Et en fait, les montagnes étaient complètement cachées par le nuage. Et au fur et à mesure des jours, à discuter au Bel Ordinaire, je me suis souvenue d'un souvenir assez lointain que j'avais eu en randonnée, où je m'étais retrouvée devant un refuge et un matin, et le nuage qui était là dans la vallée d'un coup est monté, et on s'est retrouvés complètement enveloppés dans cette mer de nuages, sans vision,
et le son qui s'était complètement aplati. Et du coup, je raconte à Karine ce souvenir d'enfance de ce nuage qui m'avait traversé. Et donc, ça devient le point de départ de En amont brûle le silence, où je dis à Karine, on part capturer le son des nuages, quoi. Allez, c'est ça le projet en fait. On va aller en montagne avec des micros et on va enregistrer le son des nuages. Voilà. Et moi, évidemment, je dis, mais oui, super. Sans savoir dans quoi elle s'embarquait encore. Et puis, donc ça, c'était en février 2020. Et en mars, vous savez toutes et tout ce qui s'est passé. C'était un peu pas le bon moment pour partir en montagne, qu'on a dû attendre le déconfinement, début juin. Et là, on devait avoir une résidence au Bel Ordinaire pour venir enregistrer dans les Pyrénées. Et du coup, les calendriers étaient complètement bouleversés. Donc, j'ai invité Marie chez moi, à Embrun, dans les Hautes-Alpes, où elle m'a rejoint. Et on a fait les captations depuis chez moi parce que ça voulait dire que du coup, il n'y avait pas d'hébergement. Enfin, pour tout un tas de raisons, encore une fois, financières, c'était plus simple plutôt que d'attendre 6 mois que le calendrier du BO soit de nouveau bien calé et qu'il y ait un moment qui nous soit attribué. On risquait de passer la période propice du printemps où il y a des pluies et donc on peut avoir une chance de les attraper, ces fameux nuages. Donc on a fait le projet dans les Alpes. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer quelques images de la captation. Du coup, on est parti une bonne semaine. Pardon. Dans vraiment différents paysages. En fait, on est un peu parti naïvement, hein. Moi, la première, j'ai balancé ça à Karine, on va enregistrer le son des nuages. Je ne m'étais pas vraiment préparée à la confrontation avec le ciel. Quand on s'est retrouvés là-bas, je me suis dit, waouh, mais pour qui je me suis pris, quoi. Qui va enregistrer les nuages? C'est hyper... Ouais, bon, c'était vraiment défier la nature un peu. Bon, et ouais, moi je me suis retrouvée au début de ce périple un petit peu paralysée par cette création que j'avais engendrée finalement. Et donc il a fallu vraiment réfléchir où on trouve le nuage, comment on va l'attraper, dans quelles conditions il faut qu'on se mette. Est-ce que c'est tôt le matin? Est-ce que c'est tard la nuit? Est-ce que... voilà. Et donc, on est passé par vraiment une épopée pendant une semaine, monté à 2700 mètres à la frontière avec l'Italie, au col Agnel, au champ de brebis au-dessus d'Embrun, au mont un petit peu plus haut où il y a l'orage qui nous est arrivé en plein enregistrement, le matériel qui prend l'eau. Enfin, ça a été pas mal une aventure mouvementée. Et du coup, de tout ce périple, déjà, on a compris que le son du nuage, c'est très fin parce que c'est un son qui efface les autres sons. Donc, c'est vraiment très particulier parce qu'il faut du coup un paysage sonore assez dense. C'est ce qu'on a compris très vite avec Karine. On savait que le son du nuage effaçait, mais effectivement, pour avoir une comparaison, il faut quand même se situer dans un paysage sonore où il y a des sons, des bruits, des oiseaux, une route au loin, une rivière qui passe, pour quand le nuage enfin arrive et qui va se poser sur les micros, la rivière s'éteigne, l'oiseau son chant n'a plus d'écho, et vraiment on se retrouve englobé le temps de quelques secondes jusqu'à ce que ce nuage reparte. Et donc en haute montagne, c'était difficile parce que je pense que vous connaissez la montagne, les sons, plus on monte, moins il y en a en fait. On est vraiment, c'est d'ailleurs ce qu'on va un peu chercher, le silence en haut du col, quoi. Donc ça a donné lieu à des sons qui en fait sont presque de l'ordre du bruit blanc, parce que ce qu'on entend quand on est en haute montagne, finalement, c'est, on va dire, le nuage pur, quoi. D'un coup, quand il arrive, on est dans le vent, dans l'humidité, les gouttelettes d'eau, les micros qui du coup se tendent, les membranes qui sifflent parce que là, l'humidité est au maximum.
et qu'on redescend un peu plus bas dans la vallée, comme là, où on est en fait face à un champ de brebis. En face de moi, là, il y a plein de brebis avec le patou qui aboie. Et en fait, la ville d'Embrun en contrebas, où là, quand ce petit nuage passe, on est dans un paysage sonore très dense, quoi. On a la ville au loin, la route, les brebis qui ont toutes leurs petites clochettes. Et donc, quand le nuage passe, là, il faut presque plus tendre les oreilles quand même. Et en fait, ça crée une espèce de distorsion dans le paysage sonore, comme une vague un peu. Là, aujourd'hui, on faisait le mixage avec Thomas Noël, là, le monteur de la pièce sonore et donc le mixeur aussi. Et moi, presque à un moment, je m'endormais parce que le nuage, finalement, devient la vague de l'océan. Enfin, on est vraiment dans un son qui oscille et qui distord toute la réalité qu'il y a derrière, en fait. C'est assez intéressant comme matière, quoi. Ouais. Et du coup, il y a 1 an, on est redescendu de la montagne avec ces sons. Et là, il fallait en faire quelque chose. Et on s'est rendu compte donc que notre projet d'expo au départ, c'était d'exposer ce son. Donc l'idée, pour moi, c'était comment concevoir un dispositif d'écoute, un dispositif de monstration qui puisse être optimum pour un public, pour se plonger dans cette écoute. Voilà, comment valoriser en fait le travail de captation, de field recording de Marie. Et en écoutant les sons, bon, il y avait comme un hic. C'était pas hyper net, en fait. Nous, on voyait bien où c'était, mais c'était très difficile pour un public non averti, pour quelqu'un qui ne savait pas ce qui se passait à ce moment-là, de comprendre que ce qu'il entendait, ce qu'il ou elle entendait, était le fameux son des nuages. Donc, il a fallu complètement repenser, en fait, notre approche pour lui inventer, en fait, une narration. Et donc, finalement, la pièce sonore qui est présentée dans l'exposition que vous irez voir à la Cité des Pyrénées en personne à partir du 19 mai. Donc, la pièce sonore, elle est composée à partir en fait de tous les aléas, de tous les moments où nous, le micro était ouvert et où on a enregistré nos échanges, les échecs, l'orage, la foudre qui tombe presque sur Marie, les micros qui font parce qu'ils ont trop d'eau. Enfin, en fait, tout ce qui rendait aussi la quête un peu fantastique, héroïque et drôle aussi, parce que c'est assez marrant. Du coup, la pièce est presque montée comme un documentaire, où, voilà, comme l'explique Karine, on entend... moi, j'ai vraiment ça dans ma pratique c'est rare que je mette stop, fin du rec. J'aime bien garder en fait tous les moments. Là, j'étais pas toute seule, donc quand je suis toute seule, c'est différent. Mais là, il y avait Karine avec moi. On était dans une vraie collaboration à ce moment-là assistante prise de son. Voilà, de ce périple. Et du coup, on se disait forcément plein de choses, même pendant les enregistrements. On se parlait, on se faisait des signes, donc on entendait nos mouvements. Moi, j'ai pas du tout de mal à parler en plein milieu d'un enregistrement. Je suis pas une puriste à ce point-là. Du coup, même quand on rentrait dans la voiture, je pouvais laisser les micros tourner. Je rentrais avec la perche dans la voiture, on repartait 10 minutes après, et je laissais l'enregistreur aussi volontairement parfois. Et aussi dans tous les moments de panique où on voit le petit nuage au loin et on faut courir parce qu'il est là juste à 100 mètres. Et donc tous ces moments-là, en fait, on les a vraiment gardés dans la pièce. Ça, c'est aussi grâce à Thomas Noël, donc, qui est le monteur son de cette pièce, moi, je trouve, en tout cas, on ne me l'a pas assez dit aux Beaux-Arts. Je trouve que c'est important de vous le dire aujourd'hui. Des fois, on est très seul, en fait, dans sa pratique. On a du mal à collaborer ou à créer des collaborations, à faire équipe, quoi. Et moi, j'ai eu la chance, il y a 1 an et demi, de travailler sur un film en prise de son, un tout petit documentaire. On était une équipe de 5. Et j'ai rencontré donc Thomas Noël, qui était le monteur son du film, avec moi qui était un peu son assistante. Je le suivais dans ce montage puisque j'avais fait les prises de son. J'ai découvert finalement ce qu'était le travail d'équipe de cette réalisatrice qui fédérait autour d'elle
une équipe de techniciens, mais aussi d'artistes pour arriver à réaliser son projet. Et là, quand on s'est retrouvé avec ces sons de nuages qui en plus étaient difficiles à traiter et on venait de vivre un périple émotionnellement, ça avait été dur. Enfin, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas enregistré. Ça avait été quelque chose de se remettre en création. C'est toujours un acte quand même qui peut être douloureux parfois. Ça avait été le cas sur ce projet. Et donc, tout de suite, j'ai contacté Thomas pour lui dire, est-ce que tu es partant? Est-ce que ça t'intéresse d'écouter ces sons? Et en fait, de t'en emparer pour qu'on crée un récit ensemble, mais que du coup, tu amènes un autre regard à ce travail. Et je trouve que c'est vraiment important de ne pas avoir peur en tant qu'artiste. On ne perd pas sa création en faisant ça. En fait, juste on crée des collaborations, comme avec Karine, on crée sur l'exposition, comme avec Thomas, j'ai créé sur la pièce sonore, et pour d'autres pièces qui sont dans l'expo. On a fait un livre avec Olivier Coury, qui a été le graphiste du livre, qui, pareil, s'est emparé de toutes les images qu'on a pu produire pendant ce voyage. Bon, je trouvais que c'était important aussi de vous le dire, parce que c'est faut pas avoir peur quand on ne sait pas faire des choses aussi, d'autres artistes savent le faire peut-être mieux que vous. On va peut-être vous faire écouter un extrait de la pièce sonore, donc, qui dure 3 minutes 20. Le son, il est assez faible malheureusement parce que les conditions techniques ne nous permettent pas d'avoir un son très très fort. Il y a beaucoup de basses fréquences, du coup, vous en doutez, dans le vent, nuages, tout ça. Du coup, voilà, le mieux, c'est d'aller l'écouter à la Maison de la Montagne. Voilà, donc je vais... Et donc là, l'extrait qu'on vous fait écouter, c'est assez significatif d'un peu de tout c'est un peu une sorte de condensé d'un moment où justement on a... faut prendre des photos pour l'expo, donc Karine me dit place-toi, là il y a un nuage, c'est parti, on fait la photo, mais en même temps on enregistre. Un moment de panique parce que d'un coup en fait on voit qu'il se passe un truc au loin, donc la course, et à un moment, tac, on laisse place au paysage, quoi. Voilà. Et je vais un peu monter l'appli. Vas-y, vas-y. Ah ben non, ça va.
Voilà, donc c'est un extrait. Tu peux peut-être en 1 minute en dire quelque chose Du coup, voilà, comme je vous le disais un peu précédemment, c'est un extrait. J'ai choisi celui-ci parce que je trouve qu'il montre assez bien pas forcément le son du nuage, mais en tout cas la manière dont la pièce est montée, où on est vraiment là, il n'y a pratiquement pas de montage en fait dans cet extrait. C'est un moment du direct total. Voilà, on est en train de se mettre en place pour faire une photo parce qu'on se dit c'est bon, on a tous les enregistrements pour la journée. Et en fait, on voit un nuage, du coup c'est reparti. On se dit en fait, on peut pas en laisser passer un. Du coup on court, Karine prend la voiture. Moi je finis par, après avoir perdu une partie de mes équipements, comme mes chaussures, je me retrouve face au champ de brebis. Et donc là, on se pose et là, le paysage se... Et les nuages déferlent en fait sur nous. Ouais. Donc ça fait, là c'est difficile à entendre, mais ça fait cette vague, c'est-à-dire qu'on entend les clochettes, on les entend plus, on réentend, on n'entend plus. Et ça, le paysage sonore s'ouvre et se ferme comme ça. Voilà. Et ensuite on arrive à la fin, voilà, on commence à entendre la pluie qui arrive, et là l'orage va s'abattre. Et alors en termes aussi donc, de qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ces captations sonores, on a donc ce matériau brut, qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre à part une pièce sonore? On s'est dit qu'on pouvait en faire une édition. Donc dans l'exposition, vous verrez, il y a une édition. L'enjeu avec une édition comme celle-là, parce qu'il s'agit donc de son, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une partition? Est-ce qu'on essaye de produire en fait donc, un langage graphique qui puisse traduire le son qu'on a enregistré? C'est pas de la musique, donc on ne peut pas utiliser de notes de musique. Donc bon, ça fait référence quand même à toute une histoire de la musique concrète, au field recording. Comment peut-on écrire des sons qui n'ont pas vocation à être écrits, comme la bouilloire qui fait chauffer l'eau, par exemple. Donc, on s'est posé beaucoup de questions avec Marie sur le contenu que cette édition pouvait porter. Quel était l'intérêt de cet objet-là? Qu'est-ce qu'on pouvait y faire figurer, etc. Et donc, on a mis un peu pêle-mêle, en fait, à la fois donc, les photographies que j'ai prises pendant l'expédition, les fonds de cartes IGN que Marie a redessinés des endroits où on a réalisé les captations sonores, les extraits en texte de rapports son, quand Marie, elle réécoute les sons, et ensuite elle note tout ce qu'elle entend dedans. Donc, en fait, qui sont des éléments techniques du projet. Et on les a fait dialoguer. Donc, c'est Olivier Coury, le graphiste de l'édition, qui a travaillé vraiment main dans la main avec Marie pour réfléchir à une mise en page, à des supports, etc. Et donc, à la fin, l'édition, elle est composée en fait de 5 feuillets qui sont imprimés en noir et blanc sur papier calque, nuage, effet nuage, et que nous avons ensuite sérigraphié à l'atelier de sérigraphie du Bel Ordinaire. Donc là, nous, ça fait 2 semaines que nous sommes à Pau, et il y a presque 10 jours qui ont été consacrés à la sérigraphie. Donc, on a fait de mémoire 7 ou 8 passages. Ouais. Entre la couverture et les pages, voilà, on a fait beaucoup de sérigraphie. Là, vous nous voyez donc dans l'atelier de sérigraphie du BO à choisir les couleurs. Voilà, donc là, vous avez un peu un petit preview des pages sérigraphiées. Voilà, donc vous voyez là que sur une seule page, en gros, dans le fond de carte, il y a, au fond de la page, il y a le fond de carte. Il y a 2 photos et il y a un extrait de rapport son. Et donc, ces dessins sérigraphiés en dégradé. Oui. Du coup, par-dessus, en fait, voilà, comme disait Karine, il y a tous les éléments techniques avec ces rapports son qui ont presque finalement aussi une écriture un peu qui est technique, mais qui peut devenir presque un peu poétique. Voilà, parce que c'est que des 3 minutes 42, le chien aboie, 4 minutes 22, je crois, j'entends passer une voiture. Voilà, c'est très technique, mais finalement, dans son espèce de rengaine, ça peut devenir
un peu poétique. Par-dessus, du coup, j'ai fait des dessins que j'ai réalisés du coup pendant le confinement, vu qu'on était tous confinés, voilà, et que je devais préparer l'exposition au Bel Ordinaire. J'ai commencé, à la Maison de la Montagne, j'ai commencé donc à faire des observations de ciel, tout bêtement, et à dessiner ce qui se passe entre les nuages. Du coup, vraiment les trous du ciel bleu, donc qui ont donné lieu à une série de dessins que vous voyez derrière moi. Donc celle-ci, c'est un dessin qui a été acquis par l'Artothèque du Bel Ordinaire. Ils ont fait 2 acquisitions. Du coup, l'Artothèque, je ne sais pas si vous savez qui avait ça au Bel Ordinaire, mais du coup, il y a un fonds acheté par le BO d'œuvres. On peut du coup s'abonner à l'Artothèque, souscrire en tout cas, et emprunter des œuvres de différents artistes pour mettre chez soi et les rendre ensuite. Donc du coup, ces dessins font partie de l'Artothèque. On a décidé aussi de les présenter dans l'exposition à la Maison de la Montagne. Et sur l'édition, tout ce qui est sérigraphié, donc par-dessus ces photos, ce texte et ce fond de carte, qui eux sont imprimés en noir donc sur le calque, on a sérigraphié donc ces dessins d'entre les nuages sur les pages du livre. Vraiment en essayant aussi dans les couleurs, on n'est pas dans les couleurs, de retranscrire parfois pour certaines pages vraiment les couleurs un peu du paysage dans lequel on se trouvait ou du ciel qui était en train de nous habiter à ce moment-là. Comme ici, on voit vraiment cette espèce de dégradé feu où on est dans le moment de l'orage, donc le ciel était très rouge, très énervé, avec ses éclairs, et puis d'autres moments où c'était plus doux, et on a privilégié des couleurs peut-être plus calmes. Ouais. Voilà. Malheureusement, on est obligé de s'arrêter pour vous laisser aussi à vous la parole quand même. On a approximativement 10 minutes. Oui, il faut qu'on quitte les lieux à 18h15. Il y a une question en visio depuis quelques minutes qui dit qu'il existe une station météo à Embrun. Pourquoi ne pas avoir été récolter des conseils pour protéger les prises de son de l'humidité? Oui, alors effectivement, on s'est demandé si on ne devait pas nouer un partenariat avec des météorologues qui auraient pu nous conseiller, surtout sur un endroit où les trouver les nuages. Parce qu'en fait, c'était plutôt ça la difficulté. Protéger les micros, nous, on l'a fait. En fait, les techniques, Marie, elle a plein de techniques pour plonger des micros dans l'eau. Malheureusement, même si on les avait enveloppés dans des il y a différentes préservatifs. C'est une technique, en fait, pour pas que l'humidité rentre dans le micro. Dans des bonnettes. En fait, vous voyez, il y a des cages. Il y a des cages avec ensuite des bonnettes. Voilà. Moi, j'ai différentes techniques, mais ça n'empêche malheureusement pas que quand la membrane d'un microphone, c'est comme c'est une peau, quoi. Et du coup, effectivement, la chaleur ou l'humidité, c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas trop. Et là, on était à tel taux d'humidité que forcément, la membrane, elle produit un son parce qu'elle souffre, donc elle part. Oui. Et d'ailleurs, mais moi, c'est des sons qui, en fait, me font partie aussi de mon travail parce que ça montre aussi quelque chose de faire, de pousser son matériel à ce niveau-là. Et moi, ça m'a toujours intéressée, donc je n'ai pas cherché à enlever ces sons. Et d'ailleurs, au montage, ils sont présents. Il y a un moment, un micro qui couine pendant plusieurs secondes. Moi, j'ai fait une pièce qui s'appelait La mort du micro, où justement je plongeais un micro à même un geyser de soufre, parce que j'arrivais tellement pas à l'enregistrer, ça m'a rendu un peu dingue. Du coup, je suis allée jusqu'à aller aux confins de ce geyser pour pouvoir l'enregistrer. Donc, la fin du son, c'est le micro c'est de l'électronique qui crame, quoi, et qui meurt. Et donc, ça, c'est aussi des choses qui font partie de mon travail jusqu'où on éprouve aussi son matériel, jusqu'où on l'emmène. J'espère qu'on a répondu à la question.
Et donc, la difficulté de trouver les nuages, pourquoi pas demander à des météorologues comment se forment les nuages, où vivent-ils, où habitent-ils, comment les débusquer. Évidemment, on a fait plein de recherches en amont, on a écouté des podcasts, on a lu des bouquins. Le nuage, finalement, c'est surtout de la poésie. La dimension scientifique, finalement, elle nous égare sur un chemin qui est plus celui de l'impalpable, du fugace, de tout ce qui nous échappe constamment. Ce qu'il y a de beau avec le nuage, c'est que justement, il ne se laisse pas attraper. Sinon, voilà, ce n'est pas intéressant, en fait. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous qui êtes présents? Non, moi, je fais ça comme ça, si je fais ça comme une quête poétique. C'est impossible, parce que moi, je travaille un peu avec le son aussi. Je me dis, ça n'a pas de dire. Non, mais c'est ça, c'est un peu aussi parfois peut-être le rôle de l'artiste aussi d'être dans une quête poétique. Et puis là, il y avait cette histoire de souvenirs et donc de repartir peut-être sur les traces de quelque chose et de vivre aussi cette aventure, de repartir en montagne, de tenter d'attraper un son, mais du coup d'en découvrir d'autres. Puis les nuages, c'est vraiment un thème majeur, en fait, Ouais. de la représentation, de la peinture de paysage, et avant ça, de la peinture en général. Quelque part, c'est presque l'apogée de la posture poétique. C'est-à-dire qu'observer les nuages, c'est se mettre en arrêt, se mettre en pause, se mettre dans un état contemplatif et regarder les volutes gonfler, dériver dans le ciel. Quoi de plus poétique ou proche de la posture artistique que ça. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on approfondisse un point, qu'on revienne sur quelque chose qu'on a dit ? Il n'y a personne sur le chat qui dit des trucs? Non. Bon. Ben, sinon, on s'arrête là ou Non, alors, si moi je me demande quelque chose de final. Oui. C'est que, du coup, le choix que vous avez fait de restituer toute cette aventure-là, en fait, impossible à restituer, au final, ce bruit-là. Ou alors, moi, je ne vais pas cet exemple pour l'avoir entendu. Du coup, ce choix un petit peu justement de montrer tout l'envers, en fait, c'était une conséquence, c'était plus un choix imposé, j'ai l'impression. Non, je vois ce que tu veux dire, mais non, parce que ce nuage, on l'a capté en soi. C'est juste que quand on est à l'écoute de ces sons, on s'est dit que c'était vraiment une nature de son très difficile à faire écouter, en fait. Moi, je pourrais la faire écouter à des potes preneurs de son qui vont être là, ouah, délire. mais sinon, voilà, le mettre dans un cadre, le cadre d'une exposition comme ça, telle quelle, brute de décoffrage, on était presque face à une sorte de bruit blanc. Moi, personnellement, et je pense Karine aussi, on trouvait très beau parce qu'en plus, nous, on s'était retrouvés là-dedans, emprisonnés, donc c'était assez dingue. Mais non, c'est juste que c'est un moment, je pense, quand tu... On perdait la poésie du projet aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il aurait fallu déployer tout un arsenal pédagogique d'explications. Attention, top, le nuage maintenant. Et en fait, c'était pas intéressant comme forme et comme dispositif de monstration. Voilà, il aurait fallu que vraiment qu'on mette des grosses flèches, des gros warnings pour que ce soit sensible pour un auditoire non averti. Et donc, on s'est dit qu'on perdait complètement la poétique propre à ce projet. Ouais.
Voilà. Et puis, s'il y en a du coup qui font du son, peut-être comme toi ou d'autres, on sait à quel point c'est aussi difficile quand même de cette pratique de faire écouter des choses, de comment on les montre dans un espace d'exposition, comment on fait écouter à des gens, comment on fait pour qu'ils soient attentifs à ça. C'est quand même un vrai enjeu aussi dans nos pratiques sonores. Et du coup, moi, c'est aussi pour ça qu'à un moment, je me suis un peu tournée vers les pratiques radiophoniques en me disant c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à jouer, peut-être qu'il y a une partie de mon travail qui doit aller sur un autre support et qui est plus l'espace d'exposition, mais peut-être le support radiophonique. Et donc, en fait, là aussi, dans ce projet, ça m'a permis de rassembler un peu, en quelque part, les deux facettes de mon travail en intégrant une partie un peu documentaire où voilà, on a des voix, on se retrouve pris dans une aventure, mais en même temps, dans la pièce, si vous allez l'écouter, elle dure quand même 20 minutes, il y a quand même une grande place aussi au field recording et au son, voilà, au son, quoi. On n'est pas tout le temps dans la blague ou dans ce qu'on se raconte dans la voiture pour trouver une solution à la fin de la journée. Voilà. Du coup, mais vous verrez dans l'expo, on a beaucoup réfléchi avec peu de moyens, comment aussi avoir un dispositif d'écoute qui soit optimal. Donc c'est assez petit l'espace d'exposition de la Cité des Pyrénées, ça fait à peu près 25 mètres carrés, ah non, 40 mètres carrés. J'aurais pas dit autant, 40 mètres carrés. Et il y a en fait, donc c'est un cube et toute une face de ce cube est vitrée et la moitié d'une autre face est aussi vitrée. Donc en fait, il y a beaucoup de perturbations qui viennent de l'extérieur, il y a beaucoup de pollution visuelle. Et donc là, on s'est dit, il faut faire quelque chose parce que c'est très difficile de se concentrer sur le son si par ailleurs, il y a plein de choses qui bougent dans notre champ de vision. Donc on a, vous verrez, on a essayé de trouver des solutions techniques d'accrochage qui occulte un peu l'extérieur. Donc, notamment, on a posé une grande vitrophanie sur la vitrine qui donne sur l'extérieur, qui est une image de l'expédition, qui, du coup, remplace l'extérieur du quartier dans lequel se trouve la Cité des Pyrénées par une image de la montagne. Et puis, à l'intérieur, on a... ce sont les ateliers de production du bal ordinaire qui ont construit en fait une simèse banc qui intègre une grande banquette et qui permettent de recréer un cocon d'écoute dans lequel on puisse se concentrer sur le son. Et on a aussi pris il y a le parti pris d'avoir un système son très présent, c'est-à-dire il y a un gros caisson de basse, deux grosses enceintes, et c'est ça qu'on regarde, on regarde le son. Donc on voit complètement on voit la technique et on a volontairement pris du matériel qui... quand on est face à lui, on le voit. On le voit et on éprouve. Et on l'a même éclairé en douche. Et on éprouve, voilà, on a un caisson de basse où là, au mixage, on l'a vraiment poussé pour se sentir enveloppé dans le son. Quoi. Alors, comme phrase au mot de la fin, je vous propose Redis-le, parce que ça a coupé. Invitez-nous, bien sûr, on peut la balader. Pour le moment, c'est pas prévu, mais s'il y a des propositions. Voilà. En tout cas, elle est visible à Pau jusqu'au 30 juillet. Voilà. Merci à toutes et tous. Merci. on ne peut pas l'enregistrement. En fait, du coup, je congèle les membranes des microphones, des haut-parleurs. Du coup, j'ai un petit congélateur où je mets des haut-parleurs à l'intérieur que tous les jours, j'arrose comme des plantes. Et du coup, en fait, je leur fais lire des sons. Et au fur et à mesure, le son est pris dans la glace et donc s'efface. Encore une fois, une histoire de son qui s'efface. J'ai peut-être un problème, en fait, je ne veux peut-être pas faire de son. Je fais que les supprimer, en fait. Mais voilà, et du coup, en fait, ensuite, j'ai des micros que je remets dans ce même congèle qui enregistrent cette congélation et décongélation du son. Allez, on coupe. Merci. Merci.